J'ai perdu la vue entre 15 ans et 16 ans. Et la chose la plus impressionnante, je crois que ce qui m'a marqué le plus quand j'y réfléchis aujourd'hui, c'est de réaliser que je ne sais absolument pas quand j'ai perdu la vue. J'étais déjà dans une école pour malvoyants, donc ce qu'on appelle les personnes amblyopes. Et quand ça m'est arrivé, j'étais tellement dans le déni que je n'ai pas pu réaliser que j'étais aveugle. J'ai continué à fonctionner à partir de la mémoire et non pas à partir de la perception. Et comme je connaissais les lieux, je me mouvais dans les lieux facilement, sans trop me heurter, hormis si les choses changeaient de place. Et comme j'étais quelqu'un de très turbulent, j'ai été à ce moment-là renvoyé de cette école et je suis allé dans une autre école à Paris. Et là, j'ai réalisé que j'étais aveugle et ça a été un choc parce que je me suis retrouvé le premier soir autour d'une table avec les autres jeunes personnes. Et quelqu'un m'a dit, tiens, comme tu es aveugle, je vais t'aider je vais te servir la soupe. Et là, c'est la première fois qu'on me mettait en face, dans l'évidence de l'instant présent, que j'étais aveugle. Ça a été terrible. Mon poing est parti tout seul, j'ai frappé la personne en face de moi. Et je suis parti en hurlant quasiment, absolument n'importe où. Je ne connaissais pas l'école, je me heurtais dans tous les murs. Ça a été absolument terrible, terrifiant. Donc là, voilà, je réalise que je suis aveugle. Et donc cette époque-là, ça a induit énormément de colère, de refus. J'en voulais au monde entier. Et je me suis dit maintenant, j'ai rien à prouver aux autres, c'est fini, il faut que je me choisisse moi. Et qu'est-ce que c'était que me choisir moi? C'était une envie qui me démangeait depuis que j'avais 10-11 ans, de partir sur les chemins de Katmandou, la route des Indes. Et de là, j'ai commencé à trouver des désirs un peu plus personnels, parce que la route des Indes, c'était un mouvement un peu collectif. Et j'ai eu envie d'aller rencontrer des gens totalement différents. Donc en Afghanistan, j'avais sympathisé avec un garçon de ma région et on est parti ensemble vers l'Afrique noire. On a remonté le Nil blanc, on a vécu parmi les peuples nomades, les Nuer, les Dinkas dans le sud-Soudan. On a voyagé beaucoup à travers l'Afrique noire à pied, le Zaïre, le Rwanda, la Tanzanie, Burundi, Kenya. Ça a été une période de ma vie. Après, il y a eu plusieurs années une fascination pour l'Amérique latine. Et le point d'orgue et le défi, je me suis joint à un groupe de 4 autres Français et on a décidé de devenir chercheurs d'or, ce qu'on appelle les garimperos. Et on est allé dans une région sur les 3 frontières, Bolivie, Brésil, Pérou. On est passé clandestinement et on a vécu plusieurs mois en forêt à chercher l'or et à découvrir des choses absolument terribles. Les gens qui sont maintenus en esclavage par des petits chefs locaux. Et une extrême violence, ça m'a montré encore un des visages de l'humanité.
Parce qu'en fait, je crois que toutes mes quêtes, c'était quand même de rencontrer, pour me rencontrer moi. Je pense que je suis passé aussi par la phase où il fallait que je rencontre l'autre sous tous les visages. Et j'ai effectivement rencontré l'autre sous le visage de la délinquance, une époque, quand j'étais encore en Europe, en partant sur la route des Indes, quand je vivais à Amsterdam, à Londres et autres, et que je vivais à la rue à cette époque. Je faisais la mendicité, je dormais dehors. Et puis après, j'ai eu besoin de rencontrer des peuples complètement différents pour voir aussi comment, certainement pour voir aussi comment mon handicap était perçu. J'ai eu par exemple des grosses déceptions quand j'ai essayé de partir avec les nomades au Soudan et qui m'ont refusé alors que je pensais que c'était mes frères, les nomades. Je me disais, ils sont comme moi, ils n'ont pas de frontières. Et en fait, ils étaient tellement dans la survie qu'ils ne pouvaient pas, dans leur caravane, et j'ai réalisé ça bien plus tard, intégrer une personne aveugle qui est quand même, malgré tout, au bout du compte, un peu dépendante. Après l'Amérique du Sud, j'ai décidé de voyager plusieurs années dans le sud-est asiatique, les Philippines et après l'Australie, toutes les îles, une grande partie des îles du Pacifique. Je suis photographe, réalisateur et grand voyageur. Je me suis lancé, il y a une dizaine d'années, dans des grandes expéditions à pied et à vélo. Passionné par la découverte de territoires inexplorés, comme les sources du fleuve Mékong au Tibet, le plateau du Pamir tadjik au nord de l'Afghanistan. Aujourd'hui, je désire découvrir un autre continent, qui n'est pas que géographique. Je souhaite partager une dizaine de jours avec Jean-Pierre pour approcher la cécité. Ce monde, qui pour un photographe comme moi, paraît extrêmement lointain. Quand Jean-Pierre m'a contacté, j'ai senti, en tant que voyageur, que c'était une opportunité de mettre des images sur la cécité en terrain inconnu. Je me pose tellement de questions sur la cécité. Par exemple, quelles sont les sensations que ressent un aveugle dans un environnement inconnu, éloigné de ses repères? Jean-Pierre a réalisé un tour du monde et pratiqué des activités sportives hors du commun en dépit de son handicap. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui a perdu la vue peut construire sa vie en totale autonomie et accomplir le plus naturellement du monde des actes que sa différence, a priori, lui interdit? Ouais, moi, il y avait une question qui m'interpelle depuis le début, c'est comment tu fais pour découvrir le monde par tes sens, en fait, en premier lieu. Alors je découvre le monde par ce que j'en perçois par les autres sens, et puis je perçois aussi beaucoup le monde par les yeux des autres. Et ce que j'essaye d'écouter, c'est l'émotion que provoque. Là, quand tu me dis découvrir le monde, c'est devant des paysages, par exemple. Quelque chose qui est quand même relativement abstrait quand tu ne vois pas. Donc, si tu veux, devant un paysage, j'essaie de ressentir cette empathie avec ce que ressent la personne qui est à côté de moi. Et ça, avec ça, je me reconstruis un paysage. Mais en fait, je voyage pas tellement pour le paysage, je voyage pour les sensations que me procure C'est ça, est-ce le que voyage, le sens, l'odeur, le goût, en fait, c'est les odeurs, les essentiel, sensations. en fait, Si je fais de la voile, par exemple, sur un bateau,
je vais apprécier le vent, la mer, si je marche en montagne. Enfin, je suis beaucoup plus dans la sensation que dans le ramener, reconstituer, avoir de l'image. Enfin, je cherche plus ça en fait. Hein. Fondamentalement, je cherche pas à avoir de l'image. Je cherche pas à avoir. Ah ouais, c'est ça. Je cherche pas à avoir un accès à l'objectivité. D'accord. Je veux dire, quand je reviens du Yémen et que si quelqu'un me demande de lui parler du Yémen, je parle de mon Yémen, comment je l'ai vécu. Et fondamentalement, je voyage pour rencontrer des gens. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup aller dans les petits villages, j'aime beaucoup m'asseoir à des terrasses ou sur une place de village en Afrique, aller au puits et rencontrer les gens, et puiser éventuellement de l'eau avec eux dans le puits, et puis voir comment la relation, où ça va m'amener. Me laisser guider, ouais, c'est très important de me laisser guider. Ça m'a vraiment. Te guide en fait. Quoi. Oui, complètement. Ouais, oui, je me laisse beaucoup. Je me laisse faire. En fait. Donnez-moi ta main. Quand j'achète en France, Le principe ici, il est noir. Ok. C'est Les noires, elles sont plus mûres. Hein. le goût est un peu différent. Elles sont plus mûres, tu comprends? Quand tu touches avec les doigts comme moi, je sais qu'elle est noire. Parce qu'elle est plus molle. Exactement. Tu comprends? Elle est plus mûre en fait. Ok. Là. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ah, c'est pas vous qui vendez? Non. J'ai seulement t'aider. Bah, t'es vraiment très gentil. Merci beaucoup, monsieur. Choukran. Monsieur, un petit peu. Parce que pour moi, les maîtres de mots dans la vie, c'est désir et curiosité. Attention, s'il vous plaît, il y a un petit peu Choukran, de chaud. Ah oui. Le plat, c'est chaud, hein. Oui. Voilà. Ça fume, on sent que ça crépite. Je crois que j'ai l'estomac qui est en fête là, tu vois. Super, attention, c'est très chaud. Oui, je sais bien. Ouais. Non, tu ne le touches pas avec la main. Si, regarde. Regarde. Non, tu ne touche touches très bien. pas la tagine. Parce qu'il y a un cercle et il est chaud. Je sais bien, ouais. Mais c'est chaud. On a l'habitude. Mais du coup, comment se sont passées toutes tes rencontres en fait dans les pays étrangers avec les personnes pas françaises en fait, enfin, je veux dire Dans d'autres civilisations. Ouais, ça, voilà. Bah, déjà, tu rencontres un avion, c'est il y a un rapport complètement différent dans ce que j'appelle Western countries, c'est-à-dire les pays du genre les États-Unis, l'Australie, très modernes. Il y a vraiment, je sens souvent que c'est un peu difficile avec la différence appelée habituellement handicap. Les gens sont souvent mal à l'aise, quoi, très souvent. Alors que quand je voyage au Maghreb, ou en Afrique noire, ou en Orient, les gens sont beaucoup plus... Au Maroc par exemple. Au Maroc, les gens m'attrapent très facilement par la main, me guident, me touchent, quoi, me font toucher les choses très facilement quand j'arrive quelque part. Regarde là le monsieur là, qui vient d'amener le tagine. Aussitôt, il m'explique qu'on ne peut pas toucher le tagine et qu'autour il y a une assiette et que je peux toucher l'assiette mais pas le tagine. C'est pas du tout évident comme ça en France, la plupart du temps. Ça m'arrive d'aller au restaurant tout seul et je sens souvent un mal à l'aise, quoi, tu vois. Le serveur sait pas comment faire. C'est beaucoup plus simple pour toi en fait de voyager en Orient. C'est plus simple. En même temps, c'est vrai que en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaques qui manquent aux égouts. Oui, c'est ça. Il me sont arrivés toutes sortes d'anecdotes. Au niveau du contact physique, je parle, le contact relationnel, c'est beaucoup plus simple. Mais les gens ils comprennent. Déjà, les gens, ils voient très rapidement que je suis aveugle. Ce qui est absolument pas le cas dans beaucoup de pays. Oui, il m'arrive en France de parler avec des gens, ils ne réalisent pas du tout que je ne vois pas. Ici, je viens de le couper. D'accord. Si tu le coupes pas, il ne donne pas L'odeur, il te donne pas l'odeur. Coupé exprès pour toi. D'accord. Je viens de le couper. Et toi, tu fais, tu fermes les yeux, je te mets ça sous le nez. Comment? Toi, tu fermes les yeux Ah oui? et je te mets ça sous le nez, tu me dis ce que c'est. Oui, je sais, tout de suite. Ouais. À chaque fois que je coupe, je sens. Il n'y a pas du tout de matériel électrique en fait. Incroyable. Non. Oui, d'accord. Ah, tu veux que je tienne? Oui, monsieur, j'ai oublié le français. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est mon apprenti. C'est ça. Ah, Oui. Oula, je suis l'apprenti. Ça y est, wow, t'es fort. T'as bien combien de temps il a pris? Bah écoute, oui. Au moins 6 minutes comme ça, ou 7 minutes. Wow. Oui.
Ah ouais, t'es fort, hein. Vraiment tu fais ça bien. Par contre, ouais, des fois c'est amusant. Une fois j'étais sur les hauts plateaux de l'Hindoukouche en Afghanistan. Et j'étais avec un ami, on cheminait, on marchait sur les plateaux, on rentrait dans des grottes. Et à un moment donné, on a rencontré un berger. Et quand il a découvert que j'étais aveugle, c'est assez impressionnant, il m'a attrapé, il m'a mis sur son dos, mais comme un baluchon. C'était un petit bonhomme très, très fort. Et il m'a descendu dans la vallée sur son dos. Et je savais pas, moi je parlais 4 mots de farsi, j'arrivais pas à lui expliquer que j'avais pas besoin de ça. J'étais très très embêté quoi. Au départ j'étais vraiment gêné. Et après je me suis laissé faire. Et le monsieur m'a descendu sur son dos, il m'a amené chez lui dans sa famille. Il nous a offert le thé, on s'est retrouvés tous autour du samovar. Et mon ami suivait. Super. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Là on va faire marcher les saveurs parce qu'on va manger un petit tagine de poulet allemande. À mon avis, ça va éclater. C'est des tapis berbères en fait accrochés à une échelle. D'accord, ouais. C'est de la laine. C'est de la laine, ouais, tout à fait. Oui, à propos de voir, là, justement, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, Lilian, de me contacter et de faire un périple avec moi comme ça? Pour moi, la vie est faite de partage et de rencontres, donc c'était vraiment une opportunité de partager un moment avec toi, de voyage, découvrir ce monde, en fait, de ces cités, et puis cette curiosité, en fait. Alors, pour la découvrir un peu plus, ce qui serait rigolo, c'est qu'à un moment donné, je trouve un moyen de proposer de bander un peu les yeux et puis de sentir des atmosphères. Bah oui, ça peut être super intéressant de faire ça. Déjà sur une plage, parce que là, dans un endroit comme ça, je pense que... Ah, quoique. Je risque de tomber, mais ça peut être très marrant aussi. Ah oui, on va aussi proposer que je te guide un petit peu quelque part. Enfin, qu'on se guide tous les deux. Ouais. Bon, écoute, on va essayer quelque chose comme ça. Très bien. On y va. J'ai réellement eu envie de rencontrer Jean-Pierre et de réaliser un film avec lui, suite à ces mots écrits sur son blog. Il y a 2 tendances en nous. L'une est destructrice et refuse le réel, l'autre est amoureuse de la vérité, créative et pacifiée. Je suis comme vous, et comme tous les hommes de la Terre. La tendance qui triomphe, c'est évidemment celle que je nourris le plus. Bon, t'as réalisé, Lilian, que je ne voyage pas pour la prétendue objectivité des lieux et des choses, mais pour rentrer en relation. Et ça me fait penser à une phrase de mon amoureuse qui me disait on dirait, Jean-Pierre, que t'es rentré en relation comme d'autres rentrent en religion. Oh, mais c'est de l'arabe. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'est pas compliqué pourtant. Mektoub. Mektoub. C'était écrit. Non, c'est écrit, ça veut dire. Mektoub. Ouais. C'est arrivé dans certains de tes voyages où ta différence te pesait, ou tu as senti que c'était compliqué? Ah bah écoute, là je vais te répondre assez spontanément. Quand j'avais 20 ans et que j'étais dans une période de refus et donc de difficulté à négocier la différence, une époque où je me prenais que pour un aveugle, même si je le taisais. Et cette période-là, je me retrouve dans des régions un peu éloignées, au fin fond du Zaïre, tu vois. Et en fait, ils n'avaient jamais vu, les villageois africains, ils n'avaient jamais vu de blancs avec ce qu'on appelle communément un handicap. Et ça les faisait beaucoup rire, parce que je pense que les colons leur avaient expliqué que nous, les blancs, on était mieux qu'eux, et que quand on avait un problème, on allait voir le médecin, et on se faisait opérer et tout ça. Donc ils n'arrêtaient pas de me dire, mais c'est pas possible, pourquoi en quelque sorte, j'étais regardé un peu comme un mauvais blanc, un paria. C'est le sentiment que j'avais, tu vois. Parce que j'étais pas allé voir un grand médecin magique qui m'aurait opéré. Pour eux, c'était pas possible d'être blanc et aveugle. Et ils riaient beaucoup, toi. Puis ils riaient certainement aussi par gêne. Et comme moi, à l'époque, j'étais dans le refus de moi-même, j'étais des fois très mal à l'aise. Je me souviens vraiment d'inconfort avec ça, tu vois. Donc je me suis dit, en fait, le voyage, oui, ça me correspond totalement. Mais il faut que j'arrive à trouver à l'intérieur de moi
un pays où il n'y a plus de frontières, un pays où il n'y a plus de peur, un pays où il y a plus, un pays pacifié. Et j'ai continué à voyager en quête de cela. Et l'autre a été vraiment, la relation a été un support extraordinaire. Parce que, en fait, je crois que j'ai grandi par l'autre. L'altérité, l'autre nous renvoie des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et j'ai réalisé que les choses que j'avais pas envie d'entendre, c'était précisément celles-là sur lesquelles je devais travailler, c'est-à-dire me détacher du regard, de ce que pensaient les autres de moi. Je devais peu à peu me détacher. Si quelqu'un me disait ou me pointait la cécité comme « Ah, mais vous n'avez pas de chance, vous êtes aveugle », il fallait à un moment donné que je lui réattribue sa parole et que je me sente plus concerné. Et je pense qu'effectivement, à un moment donné, quand j'ai touché le troisième et le quatrième stade, c'est-à-dire après le déni, le refus, la résignation, là c'était encore dans l'abattement, dans la victimité, mais que j'ai touché l'acceptation, j'ai pu trouver enfin cette quiétude et trouver le véritable sens du voyage qui est la vie, qui est le voyage de dehors, géographique, mais surtout le voyage de dedans. Attends, tu marches trop vite toi ce matin. Allez, après, on court un peu. Bon, ben, l'heure de vérité a sonné. Tu me disais que tu voulais expérimenter un autre continent, pas que géographique, mais la cécité. J'ai quelque chose dans les mains, regarde. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un soutien-gorge. Ce n'est pas un soutien-gorge. Donc tu vas te mettre ça sur les yeux. D'accord. Et puis on va essayer de sentir ensemble. Moi je vais faire l'aveugle. Non, c'est toi qui vas faire l'aveugle et moi je vais faire celui qui te guide. C'est toi qui l'as inventé ce petit bout de tissu là? Non, c'est un ami qui s'appelle Boris. C'est le petit soutien-gorge parce que c'est vrai que c'est... on voit vraiment rien en fait. Oui, et ça comprime pas. Complètement aveuglé. Contrairement au bandeau qu'on te donne dans les avions, ça comprime pas les yeux. Ok. Voilà, maintenant tu te laisses faire. J'entends bien le bruit des mouettes. Tu te laisses faire. Ouais, on tourne un peu ensemble comme ça, c'est mieux. Hop, on s'arrête là. Est-ce que, donc, quand on voit pas, on essaie de sentir. Déjà les mains, tu fais confiance, hein, je me détends. Tu fais pas l'aveugle qui a peur de se cogner dans quelque chose. Qu'est-ce que tu entends là autour de toi? Qu'est-ce que tu entends là comme information immédiate? Là j'entends bien le bruit des mouettes, ce que j'entends le plus c'est le bruit des mouettes et un bruit de pas là à côté, je sais pas. Un bruit de pas, d'accord. Et quand tu avances tout doucement, bonjour. Ça va très bien. Est-ce que tu sens une présence devant toi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as quelqu'un qui vient de passer à côté de nous? Est-ce que devant nous, je sais pas, claque des mains. Je pense qu'il y a un mur. Ah, il y a un mur. Tu sens un mur devant toi, tu l'as senti, d'accord. Donc le sens de la route c'est où? Mais toi naturellement... Avec le bruit des pas, c'était à droite en fait. Moi, donc à droite et forcément à gauche aussi. À droite et à gauche. D'accord, donc on va... moi et derrière moi. D'accord, donc on va se mettre dans le sens de la route. Alors moi ce que je fais, je pratique ce qu'on appelle l'écolocalisation. Soit je clique de la langue, soit je clique avec les doigts. Et ça me donne des informations sur la nature de l'espace. Sur l'écho qui revient en fait. C'est ça, l'écho qui revient, qui heurte un mur, il revient à moi. Et je sais si le mur est loin, s'il est près ou autre. Tu vois, je pratique beaucoup ça. Ou avec ma canne. Mais tu vas pas donner de canne, moi, donc je vais... Non, tu vas pas de canne. Tu vas juste me prendre le bras. Et puis on va marcher, quoi. On va essayer de... Moi, je connais pas, là. Donc déjà, au son, je sens où sont les murs. Donc moi, j'essaye de te faire marcher au milieu de la route. Et mes bras, moi, je bras, pour protéger le nez ou non, tu te protèges pas. On verra bien si tu te heurtes. Ça fait partie du programme cécité. Alors écoute bien là. Est-ce que tu as senti un changement? J'ai senti un courant d'air frais sur mon visage. Ah, très intéressant. Qu'est-ce que tu peux déduire? Avec un courant d'air, c'est un passage, un petit carrefour. Donc est-ce qu'on est toujours enfermé dans une ruelle, Non. Ok, donc ça signifie, et est-ce que tu entends qu'il y a des bruits à gauche ou à droite? J'entends la mer beaucoup mieux pour l'entendre. Ah, donc c'est ouvert. Et où c'est ouvert? À gauche ou à droite?
Juste devant moi, donc je dirais à gauche, enfin par là. D'accord. Bon, ben c'est par là. Hein, fais attention. Tu lèves bien les pieds. Tu gardes les chevilles flexibles. Tout bien. Est-ce que tu as d'autres informations? Écoute. Avance et écoute. J'ai de l'eau là. Ah, ben voilà. On trouve de l'eau. Attention. Il y a de l'eau par terre. Et je pense qu'il y a un robinet. Il y a un robinet là. Et il y a de la mosaïque. Il y a de la mosaïque là. Avance pas trop. D'accord. Tu sens La qu'il y a mosaïque, de la ce serait le. Bah, j'imagine que c'est une sorte de fontaine. Ah oui, toi, il y a même une petite arche dessus. Voilà. Tu touches avec tes deux mains, c'est une fontaine de arche. D'accord. Voilà, donc bah, tu te retournes. Et puis, bon, on va pour le moment arrêter là. On fera d'autres expériences dans d'autres lieux. Super intéressant. Bon, bah, écoute, je t'ai confisqué la vue. Est-ce que... Non, Non, quelques minutes là, c'est je pense pas que tu puisses me redonner la vue. Ça va être difficile. Ouais. Mais écoute, on va faire comme je fais toujours depuis des années. Je vais voir maintenant le monde à travers tes yeux. D'accord. Comme tu as toujours vu le monde en fait à travers Ouais. les yeux des autres. Oui, oui, je suis Argos. Tu connais Argos? Non, je connais pas. Tu connais pas Non, Argos? je connais pas. Tu sais, le dieu grec qui a des yeux partout. Il voit partout, partout. Excellent. Voilà. Bah allons-y. Merci de me prêter tes yeux. C'est parti. Ouais, tout à l'heure je t'ai rattrapé en courant, là ça doit t'arriver assez régulièrement de tomber ou de trébucher en fait. Bah écoute, trébucher, c'est la vie, hein. Mais si tu veux, il y a une chose qui s'est développée naturellement dans mon corps, c'est d'épouser ce qui se passe, tu vois. Donc mes chevilles sont extrêmement flexibles, tu vois. Et récemment, j'étais sur un voilier. Et je me suis rendu compte que c'était pareil quand tu es sur un voilier, quand tu es en mer. Ouais. En fait, pour pas être malade, bah, il faut sans arrêt se laisser faire et être épouser le mouvement. Non, épouser le mouvement. Le bateau, il creuse, il descend à gauche, tu descends à gauche, il va à droite. Tu n'as pas de volonté personnelle, tu te laisses aller. Et j'ai fait un peu ça, je crois, dans ma manière de marcher, toi. Parce que des fois, je monte des volcans, je cours dans les pierriers, des choses comme ça. Ben voilà, j'ai les chevilles qui... Flexible en fait. Ouais, puis qui s'adaptent complètement. Ouais, ce qui inquiétait ma vie de voyageur, c'était un jour de devenir père. Et cela est arrivé fort heureusement, comme quoi ce qu'on ne veut pas quand ça arrive, parfois on est absolument surpris. Et je suis devenu père, aujourd'hui Leïla a 19 ans, et ça a bouleversé ma vie. En fait, j'envisageais la paternité à l'époque de manière négative. Je me disais que un enfant, ça allait manger toute ma liberté, mais j'avais pas réalisé, et on peut pas réaliser tant qu'on n'est pas devenu père. J'imaginais que... Non, ce que j'ai compris, c'est que le plaisir de mon enfant était mon plaisir. Et à partir de ce moment-là, j'ai été vraiment en adéquation avec le fait d'être père. Mais avant, j'avais toutes sortes d'excuses. Je me disais, être père en étant aveugle, il y a des tas de choses que je ne pourrais pas lui transmettre. Je ne pourrais pas être réactif toujours pour répondre à ses demandes. Et en fait, tout ça, c'était des excuses. Je me demande si on ne passe pas sa vie à éviter le bonheur. C'est-à-dire qu'on a tellement d'idées préconçues sur ce qui devrait nous arriver qu'on finit par rester enfermé dans une petite bulle et on ne laisse pas l'inconnu rentrer. Et là, l'inconnu, sous la forme d'une enfant, ça a été l'occasion
d'un élargissement. J'avais vraiment, et j'ai toujours envie de partager des voyages avec ma fille. On est allé ensemble plusieurs fois en Inde, on est allé, on a voyagé dans le Sahara, on est allé dans les Caraïbes, on a remonté les fleuves en Amazonie, et ça nous a beaucoup rapprochés, de nous retrouver comme ça dans des milieux où on était vraiment forcés à la solidarité. Je me souviens voyager avec elle à travers l'île Maurice, par exemple, tous les deux en autostop, avec cette complicité, une immense pluie tropicale qui survient, et on n'a presque rien à se mettre sur le dos. On va cueillir des grandes feuilles d'EVA ou d'arbres caoutchouc et faire des parapluies avec ça. Et on était là sous la pluie, éclaté en bulles de rire. C'est des souvenirs. C'est des souvenirs extraordinaires. Oui. Leïla, c'est une princesse dans un conte soufi, notamment. Et en tout cas, c'était le nom qui s'est imposé. Je crois que ça veut dire aussi l'ivresse de la transe. Et ça veut surtout dire, et ça c'est quand même amusant, Laïl en arabe, ça veut dire la nuit. Un père avec des yeux atteints de cécité qui appelle sa fille la nuit. La relation handicap en particulier, combien de fois je vous le dis à vous là les garçons, vous ne connaissez pas trop l'histoire de handicap là, mais combien de fois moi je suis quelque part et on ne me parle pas. Donc, je vais à un guichet acheter un billet de train ou je sais pas quoi, si je suis tout seul on me parle, parce que je suis très souvent tout seul, je voyage beaucoup seul, mais si je suis avec quelqu'un, éventuellement on va rendre, même si c'est moi qui paye, on va rendre l'argent à la personne et puis on va parler à la personne, mais pas à moi. Ouais, ça c'est classique. Tu vois ? Une sorte d'indifférence en fait. Ouais. Non, ou de pudeur, ou de timidité. D'inconfort. D'inconfort, tout ça. C'est pas fait avec méchanceté, c'est juste. Non, c'est pas. Non, les gens sont. C'est un inconfort, c'est ouais. Alors moi je sais qu'aujourd'hui, ça ne me touche plus du tout ça. C'est-à-dire que ça ne me fait plus du tout réagir. Ouais, mais plus du tout. Mais par contre, à l'époque j'étais terrible avec ça, quand j'étais jeune. Tu vois. Mais ça m'arrive des fois par contre de dire aux gens, de corriger, de dire écoutez, ça me ferait plaisir que vous me parliez. C'est tout. Il y a quelques années, j'ai été contacté par une journaliste pour participer à un ouvrage collectif, L'avenir est en nous, auquel contribuèrent des gens comme Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt, Filippo Zodi Borgo, l'homme qui inspira le film Intouchable. Très interpellé par la façon dont ce film parle du handicap, à savoir avec humour et extrême sensibilité, j'ai saisi l'opportunité pour entrer en relation avec Philippe. Sur mon premier mail, j'ai gratifié Philippe d'une de mes blagues à 2 balles. Savez-vous, cher Philippe, que je suis votre pluriel? Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que vous, un fauteuil, moi, 2 faux yeux. Désormais, à chacun de mes passages au Maroc, je viens saluer ce grand monsieur dont l'humanité et l'écoute sont exemplaires. Ça résonne dans la montagne? Ouais, j'étais en train d'écouter en faisant un peu d'écolocalisation avec la langue. J'étais juste en train d'écouter un peu le paysage. Oui. Bah ouais, on est arrivé là à 2000 mètres d'altitude, Émile. En pleine montagne, il y a un petit peu de neige sur les hauteurs, mais pas trop. Il fait froid quand même, hein. Je sais pas combien il fait, il doit faire dans les 5 degrés. Ouais, il fait pas très chaud. Non, ça va, t'es pas trop fatigué avec l'altitude? Non, en pleine forme. Prêt à aller voir les... Bah écoute, on va poser les sacs. Les altitudes. Et les petits villages là-haut. On va poser les sacs et puis grimper. C'est parfait, on y va. 300 mètres dans un petit village berbère. Ok, ça marche. On y va? On y va, c'est parti.
comment il fait froid ce matin. Ouais. Ouais, ça m'épate parce qu'on marche dans des paysages magnifiques là, mais moi je vois donc je peux l'admirer. Mais toi, qu'est-ce que tu peux ressentir en fait Qu'est-ce que je peux ressentir? Là, je ressens qu'il y a une marque devant moi. On va pas tomber. Moi, ce qui m'importe dans le voyage, là, je sens qu'on est en haute altitude. Bon, qu'est-ce qui me le dit? Il me le dit l'air, sentir que tout autour, là, ça descend, il y a des ravins, le type de... l'érosion par terre quand on marche, ça aussi, ça nourrit ma subjectivité. Parce qu'en fait, moi, ce qui me plaît fondamentalement dans le voyage, c'est de pouvoir alimenter mon ressenti pour pouvoir mettre des mots dessus et après pouvoir l'écrire. Voilà. Yallah? Yallah. Parce qu'on n'est pas arrivé encore au col. Hein. Hein? Ouais, on marche vite là. Bon là Jean-Pierre, on est juste au bord du vide, c'est pas que j'ai le vertige, mais bon je suis pas forcément très rassuré. Oui, ça se sent dans ton corps. Je sens que voilà, tu as un petit peu peur pour moi. Tu sais, le vide, ça me rappelle une anecdote. J'étais en forêt profonde en Amazonie, à 3 jours de pirogue du premier village. Et la nuit, j'étais avec mes 2 copains. On était au bord d'une falaise au-dessus du Madre de Dios, un fleuve très très tumultueux. Et on est en train de pisser tous les 3, chose qui arrive, avant de rejoindre nos tentes. Et je ne sais pas ce qui se passe, je fais un pas en avant. Et je suis parti dans la falaise et il y avait plein d'arbres, je me suis agrippé et en fait je me suis retrouvé debout, j'ai jamais rien compris ce qui s'est passé, j'ai juste entendu mes copains crier et n'empêche que si j'étais tombé là c'était fini quoi. C'était la nuit absolue et la veille on était allé, on savait que dans le Méditerranée il y avait plein de caïmans, on les a chassés voilà donc c'était depuis ce temps-là je suis un tout petit peu sur mes gardes. Ouais, avance pas trop près du vide. Tout à l'heure quand on marchait tu sais là avec le vide et le chemin très étroit là, bon ben c'est vrai que je suis un peu plus attentif. Un peu apeuré, je dois avouer. Bon, on va y aller doucement. Ouais, on va y aller doucement. Pour redescendre, tu le sens ou tu veux qu'on t'aide? À brûle pour point, Lilian, si je te demande des événements marquants de tes voyages qui ont laissé des empreintes émotionnelles, qu'est-ce que tu pourrais me... Des événements marquants, alors on va rester en terre marocaine. Tu sais, je t'ai raconté que j'ai traversé tout le Maroc, enfin l'Atlas marocain à pied, sur 1000 km, à la rencontre de l'identité berbère. Et alors à chacun de mes arrêts, tous les jours, ou même plusieurs fois par jour, on m'invitait, on m'ouvrait la porte de ces grandes maisons de pierre pour m'offrir le thé et surtout du pain et de l'huile d'olive. Et ça pour moi, ça reste vraiment l'odeur de l'hospitalité. C'est le pain imprégné d'huile d'olive. Et puis ça c'était un très bon souvenir, un plus mauvais, je dirais, un des plus mauvais, c'était au sud du Tadjikistan en traversant le Pamir. Ouais. Donc en Afghanistan. À la frontière afghane en fait. C'est une route là qui rejoint après qui rejoint l'Europe de l'Est, je dirais. Et en fait, les Afghans passent par ici avec des 4x4 remplis de cocaïne et d'héroïne. Et il y a un de ces 4x4 qui s'est arrêté. Il y a 4 talibans qui sont descendus de cette voiture, armés et qui, voilà, enfin, on n'a jamais trop su ce qu'ils nous voulaient, mais ça nous a fait bien peur. On était à vélo à ce moment-là. On était à vélo, ouais, on était 2 à vélo là et voilà, je repense jamais, mais bon, sur le coup, vraiment, ça m'a fait peur. J'ai un peu tremblé les 10 minutes où ils sont restés à nous inspecter. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, toi aussi, j'imagine que t'en as des vertes et des pas mûres à raconter. Hein. Ouais, bah, de rapide comme ça, oui, terrible. C'était au Guatemala un matin, on devait prendre le bus à 4h du matin et ma copine me réveille au moment où le réveil sonne et j'arrive absolument pas à me lever et puis je lui dis écoute on verra demain, je suis trop fatigué. Et finalement on s'est réveillé vers 7h du matin, on a fait de l'autostop et qu'est-ce qu'on a découvert? Le bus dans lequel on aurait dû être était tombé dans un ravin très profond et les villageois étaient en train de remonter, il y avait déjà une trentaine de corps au bord de la piste. Ouais, ça c'est un souvenir. Il y en a un autre qui me vient comme ça, c'était en mer de Chine, aux Philippines. On était parti sur une petite pirogue à balancier, on a coulé à un moment donné, et on s'est retrouvé juste maintenu à la surface
par les balanciers. Et les vagues commençaient à nous passer un peu par-dessus la tête de temps en temps. Et c'était complètement affolant parce que le courant nous poussait, on a commencé à apercevoir des ailerons de requins. Et surtout une tempête était annoncée le soir. Donc on pensait qu'on ne rencontrerait pas de bateau, bien que c'était un passage entre deux îles. Et finalement on a été sauvé par un bateau. Je peux te dire que le soir... C'est une chance incroyable. Oui, quand c'est pas l'heure. Oui, c'est ça, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Non. Pas du tout. Tu sais ce que j'entends? Une voiture. Vas-y. Bonjour monsieur, salam alaikum. Oui, vous allez où là, comme ça? Et vous? J'aimerais bien aller à Marrakech. Je rentre chez moi à Marrakech. Ah, vous rentrez chez vous? Ah, vous allez à Marrakech? Bah, ça tombe bien. Merveilleux. Ça tombe bien. Lilian, le monsieur va Marrakech. Il y a de la place devant? Ah oui, il y a de la place. Vous êtes seul dans la voiture? Non, je suis seul, allez, c'est Ah, parce que montez. quand on voyage en autostop, en fait, on rencontre un peu plus tout le monde. Alors que si on monte dans les transports en commun, parfois il n'y a pas de rencontre, quoi, vraiment. C'est très bien. Enchanté de vous connaître en tout cas. Je suis ravi de vous rencontrer, monsieur. C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Comment vous appelez? Je m'appelle Lotfallah. Lotfallah. Vous le prononcer? Oui, Lotfallah. Lotfallah, c'est ça, c'est très bien. Merci. Jean-Pierre, je m'appelle. Jean-Pierre. Donc vous allez à Marrakech, vous me dites? Oui, je vais à Marrakech. Vous aussi, vous allez à Marrakech? Oui, je vais à Marrakech. Voilà, c'est très bien, c'est formidable. Eh bien écoutez, on fait route commune alors, c'est merveilleux. Ok, on y va à Marrakech. D'accord. Allez. Ceinture ou... Oui, c'est obligatoire. Ah. Bon, attachons-nous. On y va. Oui, vous êtes parfait avec les bottes de beurre que vous mangez. Il mange du beurre à la petite cuillère. Tu vois? Tu n'es pas breton, toi? Ah, pas du tout. Non. Pourquoi tu dis pas du tout? Ah, je n'ai pas envie d'être breton. Pas trop, mais bon. Avec... Ah oui, c'est ça que t'appelles 3 gâteaux, tu vois, oui. D'accord. Bon. Je ne permettrai pas de te toucher, mais quoi, tu manges. Mais écoute. Non, mais je voulais tu dire me touches comme tu veux, moi je vais te toucher de toute façon. Oui, Regarde. j'aime bien manger, je vois. Que... Ouais, j'aime bien manger, oui. Vas-y, touche-moi comme tu veux, il n'y a aucun Je ne problème. touche pas que la main gauche. Pourquoi pas? Bon, Si, voilà. si, tu touches comme tu veux. On est aussi chez vous. Hein. Écoute, tu es chez toi maintenant. Merci. J'aime marcher dans le désert, par exemple. Parce que si je pars sentir le sable dans tes pieds, etc. Déjà. Puis si je marche avec un petit groupe dans le désert, en général, on part quand même sur un petit groupe de 5-6 personnes, et je suis complètement libre, parce que le désert, c'est large, et on me guide pas, on me tient pas du tout par le bras, ni rien du tout, parce que soit je me mets derrière le groupe, toi à 10 mètres, puis je les écoute, ou 20 mètres, puis je les écoute marcher, puis je les suis, ou je trébuche pas, tu vois. Ou soit je me mets devant, puis de temps en temps quelqu'un me dit Jean-Pierre, tu es un peu trop à gauche, voilà. Mais je suis libre dans un désert pour marcher. Et j'apprécie énormément d'autres choses. Dormir dans le désert, j'adore. Donc c'est des mille et une raisons pourquoi j'aime voyager, quoi. C'est pour aller sentir toutes ces différences et pouvoir ultimement les honorer. Il y a même un passage, on va traverser un passage qui sépare la mosquée de la Zaouïa. Ok. Pour permettre aux gens qui ne veulent pas faire leur prière dans la Zaouïa de pouvoir faire leur prière à la mosquée. À la mosquée. Donc là, on parle bien de la Zaouïa, de cet homme dont on dit qu'il redonne la vue aux gens. Symboliquement, c'est populaire. Ce qui est connu exactement, la vérité historique, c'est quelqu'un qui s'occupe des aveugles. Qui s'occupait des aveugles. Il ne leur redonnait pas la vue. Oui, d'accord. C'est les populaires qui disent ça. C'est le populaire qui dit ça. Ça c'est quelqu'un qui s'occupe des aveugles et qui demande à toute la société de s'occuper des aveugles. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de sympathie. Cette fonction-là, oui. Mais c'est un grand érudit, c'est un grand alim, c'est quelqu'un qui a de grandes connaissances en théologie, mais parmi les activités de la société civile à l'époque, si tu veux, il s'occupe des aveugles. Oui, d'un point de vue social. Voilà, il s'est donné la préoccupation de s'occuper des aveugles. C'est vaste.
Non, pas filmer, c'est pour Ce sont les aveugles là qui sont là dans la Zawiya. qui vivent toujours grâce à ce monsieur. C'est ça. C'est un peu en quelque sorte sa baraka qui continue à sévir chez eux. C'est ça. C'est sa baraka, c'est-à-dire grâce à son lui. idée religieusement instaurée au début, qui continue maintenant, et tu as vu, rien que les quelques moments qu'on a passés ensemble avec eux maintenant, j'ai pas le droit, mais ils ont gagné, ils ont bien gagné. C'est ça, ils ont gagné de l'argent. Oui, Parce qu'en fait, leur fonction aujourd'hui, ils restent là près du tombeau du saint, et les gens, quand ils ont des vœux à réaliser, les aveugles servent en quelque sorte d'intermédiaire entre exactement. Allah et eux. Ça représente pour toi d'être aveugle? d'être aveugle. J'en ouvre les yeux d'ébahissement devant ta question. C'est de ne pas voir la définition qu'on trouve dans tous les dictionnaires, qui savent pour nous, en partie. Mais non, maintenant, là, la cécité, ça serait lié pour moi à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à l'intolérance, au fait de ne pas voir que l'autre est un autre et qu'il est un homme comme moi, qu'il est juste différent et qu'il y a une jubilation parce que j'accueille sa différence et que j'arrête de lui faire porter toutes mes projections et que je voudrais qu'il soit autrement et ceci et cela, être avec l'autre. C'est ça, pour moi, aujourd'hui. La vraie cécité, ça serait de ne pas réussir à être avec les autres tels qu'ils sont. Dis donc, à propos, j'ai une petite question à te poser. Oui. Question sérieuse. Hein. Oui. Tu sais ce que c'est qu'un égoïste? Un égoïste, je crois savoir, mais vas-y, donne-moi ta définition. C'est quelqu'un qui pense pas à moi. C'est énorme, il me tend la main en plus. Donne-moi. Tu fais quoi? Tu regardes l'heure là? Je regardais l'heure, oui. Oui, tout à fait. Dans à peine 2 heures. L'avion! Oh, comment ça fait du bien la chaleur. Merci Lilian quand même. Ça c'est. Non, là ça par contre c'est fondamental. Quoi. On se regarde, moi je te vois pas. Moi je te vois. Toi tu me vois. Et qu'est-ce qu'on fait? On rit. On rit, on s'embrasse. On s'embrasse. De toute façon, on se voit tout à l'heure à l'aéroport. Merci. Je t'emmène tout à l'heure prendre l'avion. C'est incroyable, Lilian, de me faire rencontrer ici en Bretagne après le tournage qui a eu lieu il y a 2 mois, ce film Autour de la différence, de me faire rencontrer Audrey. C'est assez génial. C'est superbe. En Bretagne en plus, à domicile chez nous. C'est ça. Avec un climat aussi beau qu'à Essaouira. Mais il fait toujours beau en Bretagne. Donc oui, et c'est indubitablement, on a des choses en commun, Audrey, à savoir le goût de la découverte. Et de l'aventure. Et de l'aventure, repousser un peu nos limites et voir ce qu'on peut faire ou pas, mais en tout cas ne pas dormir sur des acquis et aller plus loin.
Et puis aussi les difficultés qui sont inhérentes à nos singularités. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, tu vois, ça fait maintenant 3 ans que je voyage toute seule avec mon fauteuil électrique. Et c'est vrai que tu sais, à chaque fois, Chapeau, jeune fille. C'est gentil. Mais si tu veux, le choix des destinations, à chaque fois, il y a le facteur de l'accessibilité qui rentre vraiment en compte. Et du coup, j'ai une petite idée. Est-ce que ça ne te dirait pas qu'on parte tous les deux et qu'à ce compte-là, je prenne un fauteuil manuel et tu serais mes jambes et moi tes yeux? Je m'appelle Jean-Pierre, je m'appelle pas Manuel. Mais c'est une proposition. Et je vais être obligé de quitter Lilian dans tout ça. Maintenant, je m'étais beaucoup attaché à lui là depuis Vous avez besoin d'image. quelques semaines. Ouais, moi ça me dit bien d'avoir pris Lilian aussi. Ah oui, d'accord. Bah, tu vas le supporter encore un peu, non? Non mais On y va? Allez, on y va? Tu me suis? je te suis, ouais. Je te laisse, non mais vous avez pas besoin de moi en fait. Bah finalement non. Allez, viens! Bon ben ciao viens les avec amis, moi. hein. Bonne route.